Bonjour à tous et à toutes. Donc vous êtes déjà bien rentrés dans le sujet de la fin de la fin, mais je voudrais commencer mon exposé par une anecdote, une expérience. Et il se trouve qu'on a un accord depuis pas mal d'années avec une association en Inde sur la génétique animale, avec l'idée de sélectionner les animaux qui correspondent le mieux possible au système de production là-bas. Et donc j'y suis allée il y a 2 ans. Et puis on discutait donc avec ces 2 personnes qui ont créé cette association et qui essayent de sortir de la pauvreté des gens. Et ils disent au fond, il n'y a pas de solution unique. C'est-à-dire chaque fois qu'on a une famille qu'on souhaite aider, qui a envie qu'on l'aide, parce qu'il faut aussi que ça vienne évidemment des acteurs, la première chose qu'on fait, c'est d'essayer de caractériser pourquoi ils sont pauvres. Est-ce qu'ils n'arrivent pas à travailler parce qu'il y a un problème de maladie? Est-ce que c'est des gens qui pourraient travailler et qui manquent des quelques facteurs de production qu'il faut pour démarrer? Est-ce que... ils essayent d'abord de diagnostiquer. Et la vraie difficulté, chaque fois qu'on parle de ces questions essentielles, que sont la faim dans le monde ou d'autres questions globales, c'est qu'en fait, on efface toutes ces particularités. Et qu'il faut... Alors évidemment, je vais faire la même chose que les autres, parce que on a une demi-heure pour parler de problèmes qui sont des problèmes de millions de personnes dans des millions de situations. Donc on va être obligé d'être assez caricaturaux. Mais là, je voudrais dire en préambule et avant d'être obligé de l'oublier, qu'en fait, il ne faut pas oublier qu'avant tout, c'est une suite de situations particulières qui demanderont toutes des solutions adaptées à la situation particulière. Donc ne pas oublier la diversité. Quelque part, si on se demandait au nom de quoi, aujourd'hui, on discute de la fin de la fin, qu'est-ce qui nous donne, quelle base on essaye de partager avant de se demander comment faire. Est-ce qu'on peut se dire qu'on partage le fait que le droit à l'alimentation, qui est inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme, c'est quelque chose qu'on aurait envie d'assurer tous collectivement, ici dans la salle et ailleurs? Est-ce qu'on peut se dire que le respect des cultures et des diversités, c'est aussi quelque chose que, dans cette recherche de solutions, on voudrait assurer? Est-ce qu'on peut se dire que dans le contexte assez incertain, au sens physique du terme, au sens climatique du terme, au sens économique du terme, au sens sanitaire du terme, ce qu'on appelle la résilience, alors vous savez, c'est un mot qui est un peu maintenant qui est un peu banalisé, donc peut-être que vous le partagez. La résilience, ça vient de la mécanique des matériaux. Vous tapez dans un matériau et c'est sa capacité à revenir à un état initial après un choc. Donc après, on l'a utilisé en psychologie. Vous vous souvenez de Boris Cyrulnik qui a écrit sur la résilience en psychologie. Et dans nos disciplines, en écologie, on utilise aussi le mot résilience. Et la biodiversité fera partie des facteurs de résilience. Il y a un choc climatique, par exemple, ce qui est de plus en plus récurrent et imprévisible. Et au fond, quelle capacité a un milieu de revenir à un autre état d'équilibre, pas forcément le même, mais de revenir à un état d'équilibre après un choc. On appelle ça la résilience. Et la biodiversité, puisque tout à l'heure vous en parliez avec Ghislaine Marcilly, on a prouvé que le fait qu'il y ait une diversité d'êtres vivants, c'est un facteur favorable pour que le milieu sache réagir. Bon, on le comprend très bien avec un peu de bon sens. Si vous avez que des insectes, pour prendre les insectes, adaptés à des milieux secs, et que d'un coup vous avez une pluie qui submerge les sols pendant 15 jours, vous voyez bien qu'il y a un problème d'adaptation du milieu. Donc on voit bien que plus vous aurez diversité des êtres vivants dans leurs interactions, les êtres vivants ne vivent pas isolés et sans milieu, mais plus vous aurez de diversité, plus vous avez de chances que le milieu retrouve une situation d'équilibre. Donc on peut peut-être se demander, oui, au nom de quoi et avec quelle valeur de base on va réfléchir à ces problèmes. Donc est-ce qu'on peut partager le fait que le droit à l'alimentation, c'est quelque chose qu'on voudrait essayer d'assurer, je ne suis pas plus naïve que la moyenne, mais je sais bien que tout ça est difficile, qu'on voudrait respecter la diversité culturelle, on ne va pas être là à imprimer un modèle culturel. Oui, il y a un droit à l'alimentation, il y a une réflexion mondiale à avoir et puis des réflexions locales à avoir en respectant cette diversité. Et oui, on pense que la résilience des systèmes, la résilience des systèmes naturels, la diversité des systèmes agricoles sera un facteur à rechercher aussi pour permettre de préparer, entre guillemets, si on le peut, en tous les cas, d'être apte à réagir
à des conditions inconnues à ce jour et qui pourraient être des chocs dans l'avenir. Donc je passe un petit peu de temps à dire ça parce que avant de démarrer dans un sujet aussi difficile et ambitieux que celui qu'on va traiter, il faut arriver à se demander sur quelle base on part. Et je pense que vous avez dû le faire lorsque vous avez travaillé au sein de vos 4 groupes là. C'est intéressant d'ailleurs parce que vous avez abordé la même question à travers des savoirs d'une nature différente. Donc les Sciences Po qui a regardé plutôt les systèmes d'organisation politique mondiaux, les agronomes qui ont regardé plutôt les systèmes, qui ont essayé de regarder de manière systémique, mais plutôt les systèmes technosociaux, disons. Le lycée qui a abordé sans a priori cette question également, et les économistes, et on entendait tout à l'heure des spécialistes qui aussi ont regardé chacun de leur point de vue cette question de la faim dans le monde. Alors c'est ce qu'on a essayé de faire donc à titre personnel. Il se trouve que donc je viens des disciplines agronomiques au sens large. Personnellement, je suis une spécialiste de l'alimentation, mais disons qu'à l'INRA, on mobilise les disciplines de l'agronomie au sens large, donc des biologistes, des écologues, c'est-à-dire des gens des sciences de l'environnement, et des gens des sciences humaines, puisqu'on a ces 3 types de sciences au sein de cet institut de recherche. Et qu'est-ce qu'on regarde? Quels sont nos objets de recherche, nos objectifs de recherche? Les systèmes agricoles, les systèmes alimentaires et ce qu'on appelle l'environnement et les territoires. Et même en regardant, ça pourrait vous paraître énorme, ces sujets, ça me paraît énorme. Je peux vous dire déjà, c'est infini le nombre de questions de recherche sur ces sujets-là. Mais même ça ne suffit pas pour parler de la faim dans le monde. Parce que dès qu'on va parler alimentation, on va parler croissance démographique, c'est ce que vous avez fait, on va parler prix, on va parler marché, on va parler énergie. Comme le disait le dernier intervenant, il y a des interactions croissantes entre ce qui se passe dans le monde agricole et alimentaire et l'énergie. De plus en plus, les économistes nous disent qu'il y a lien entre les marchés, les prix des denrées agricoles et les prix de l'énergie. Mais au-delà, l'agriculture consomme énormément d'énergie. Vous savez que l'engrais, la moitié de la consommation d'énergie d'une exploitation agricole, je ne sais pas si c'est vrai partout dans le monde, je vous donne les chiffres en France, c'est le fait qu'on utilise des engrais. Pourquoi? Parce que pour fabriquer des engrais, il y a beaucoup d'incorporation d'énergie. Donc dès qu'on parle agriculture, on parle population, on parle urbanisation. C'est pas pareil de nourrir un monde comme aujourd'hui, qui est 50% dans les villes, 50% dans les campagnes, qu'un monde comme celui du début du XXe siècle, qui était très majoritairement rural. On parle de mode de vie, de croissance. Ce qui est en train de se passer est historiquement exceptionnel. Je pense que vous en avez parlé avec M. Léridan tout à l'heure, en démographie. Donc déjà, 1 milliard, bon, quand Malthus parlait, 800 millions, 1 milliard, vous me corrigerez, je ne suis pas démographe, je fais que vous lire. 3 milliards de personnes en 1960, 6 milliards en 2000. C'est ce que l'humanité avait mis, depuis sa création, de temps pour obtenir. On est passé ensuite de 3 milliards à 6 milliards en 40 ans. A-t-on idée du changement que ça suscite au niveau, bien sûr, de la vie des humains et au niveau de la planète? Et c'est pour ça qu'on se met à parler de rareté. Je veux dire, si ces thèmes, bien sûr, sont des thèmes historiques, Malthus avait en son temps déjà affirmé des choses bien rudes et que je ne partage pas, mais après, c'est une question, on a des analyses et après, on a des positions personnelles. Donc, je vais essayer de rester, disons, dans l'analyse, au moins dans un premier temps. Mais donc, quand on regarde cette croissance démographique, c'est absolument inédit, bien sûr, dans l'histoire de l'humanité. Et en même temps qu'on est passé de 3 à 6 milliards, la disponibilité alimentaire par habitant a augmenté. En théorie, aujourd'hui, il y a assez de production agricole pour nourrir l'humanité. Bien sûr, quand je vous dis en théorie aujourd'hui, c'est parce que je ne suis pas assez stupide pour ne pas savoir que c'est évidemment totalement faux. Mais en quantité, on produit assez pour nourrir l'humanité à sa faim, aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ça n'est pas une question de production agricole. C'est une question d'accès économique. C'est une question de pauvreté. Aujourd'hui, si on veut résoudre le problème de la faim dans le monde, c'est une question de lutte contre la pauvreté. C'est une question plus difficile encore de lutte contre les crises, parce que la plupart des gens qui ont faim sont des pays en crise.
Alors ne me demandez pas quelle est la poule et quel est l'œuf. C'est-à-dire qu'il se peut qu'il y ait des interactions dans tous les sens, entre les situations de pénurie et les crises, mais il se trouve que quand il y a une guerre, vous avez vu la Corne de l'Afrique l'année dernière, ne serait-ce qu'acheminer des denrées dans une zone en guerre, c'est extrêmement difficile. Donc, la plupart des gens qui ont faim sont dans des zones, enfin c'est pas donc, de fait, la plupart des gens qui ont faim sont dans des zones qui sont dans des situations de crise politique ou de crise de type voisinage ou de type... enfin, il y a des crises surtout de type politique, on va dire. Et on en arrive assez vite à se dire que quand on parle de ces problèmes d'alimentation, on parle en fait de l'ensemble du système mondial. Donc c'est encore plus compliqué que déjà ce qu'on avait l'impression d'avoir l'ambition d'aborder dans sa diversité et dans la diversité des situations mondiales. Alors on a essayé, en tant que scientifique, hein, nous on essaye en tant que producteur de connaissances d'abord d'apporter ce qui existe par rapport à des questions qui nous sont posées, et ensuite de nous demander d'essayer d'anticiper les contextes futurs pour démarrer aujourd'hui les programmes de recherche nécessaires pour demain. Et je vais essayer de vous expliquer un peu comment, en tant que scientifique, on aborde ces sujets-là un peu différemment des autres, bien sûr, puisque chacun, dans un problème de ce type-là, a un apport particulier. Les politiques auront évidemment leur rôle à jouer, les professionnels auront évidemment leur rôle à jouer. Les scientifiques, ils essayent d'apporter un éclairage, ils essayent d'anticiper les futurs possibles, en sachant que, de plus, vraisemblablement, on peut aujourd'hui faire des choses qui font que les futurs possibles ne seront pas les mêmes. Et puis, ils essayent de préparer les programmes de recherche, parce que quand on veut inventer du nouveau, ça ne se fait pas en 15 jours. Hein. Donc, il faut du temps. Et en fonction de ce sur quoi on innove, vous doutez bien que pour créer une nouvelle espèce forestière, c'est des dizaines d'années. Créer un nouveau blé, je ne sais pas si vous le saviez, parce que ça vous donne quand même les échelles auxquelles on est obligé de travailler. Créer une nouvelle variété de blé, c'est 10 à 15 ans. Donc si vous constatez que les variétés de blé qui ont été créées il y a quelques années ne correspondent plus aux conditions climatiques d'aujourd'hui, ce qui est le cas aujourd'hui, donc nous savons que les variétés ne correspondent plus au climat d'aujourd'hui, eh bien c'est 10 à 15 ans qu'il faudra pour créer des nouvelles variétés de blé mieux adaptées aux nouvelles situations. Voilà, tout ça pour vous dire que dans notre position de scientifique, on n'est pas mieux placé que les autres, simplement on essaye d'apporter ce que des scientifiques peuvent apporter à un débat aussi compliqué que celui-là, et j'ai résumé cela par la recherche s'engage. C'est-à-dire qu'on essaye, au niveau international désormais, de partager nos expériences pour, le plus possible, à des moments donnés et à des étapes successives, faire le point de ce qu'on sait et donc de ce qu'on a envie de communiquer, disons, au public et aux décideurs. Alors pourquoi ? Parce qu'en théorie, tout ce qu'on fait, nous, est publié. Hein, je crois qu'il doit paraître un article scientifique toutes les 3 secondes ou quelque chose comme ça. C'est disponible, c'est public. Mais dire à des décideurs, écoutez, vous avez 3000 articles là qui ont été faits et qui sont extrêmement intéressants sur la manière d'avoir une alimentation équilibrée, je veux dire, c'est plus possible parce que la production est trop abondante, trop nécessairement pluridisciplinaire pour que des décideurs y aient accès. Donc désormais, les scientifiques non seulement font de la science, c'est-à-dire font des découvertes, vont jusqu'à l'invention, mais désormais on se sent en charge aussi de faire les synthèses critiques des connaissances. Évidemment, ce n'est pas individuel, ça ne peut pas être seulement un spécialiste des sciences de l'alimentation qui vous parle de questions comme ça. Il faut des spécialistes de différents points de vue pour arriver à faire une critique de ce que les connaissances d'aujourd'hui sont sur tel ou tel sujet. Et donc, on s'est constitué, enfin, on a été choisi, d'ailleurs, je ne sais pas comment, simplement un jour, on m'a appelé pour faire partie de ce groupe. Il y a un groupe qui a été mis en place de 13 personnes, 13 individus, hein, des individus choisis de tous les continents, hein, puisqu'il y avait des gens d'Éthiopie, du Mexique, d'Inde, enfin, vraiment de tous les continents, de toutes les disciplines, avec le rôle difficile, mais extrêmement passionnant, de faire le bilan à un moment donné, puisqu'il faudra le refaire régulièrement, tout ça, ça bouge, à un moment donné, faire le bilan de comment on peut dire ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas et ce sur quoi il faudrait travailler, et quelles recommandations on pourrait faire aux décideurs
sur l'agriculture, la sécurité alimentaire et les changements climatiques. Donc on a travaillé pendant 1 an et demi. On a lu à peu près toutes les synthèses qui avaient été faites dans les différents pays du monde, les prospectives qui avaient été faites dans les différents pays du monde. On en a discuté, on s'est rassemblés physiquement quelques fois, et puis Internet est efficace. Et donc on a fait un certain nombre de recommandations aux décideurs. Et si je vous donne tout de suite les recommandations, vous allez me dire je vais un peu trop vite en besogne, c'est parce qu'après je vais essayer de vous dire comment est-ce que la recherche peut, elle aussi, se sentir concernée par ces recommandations. Alors, au nom de quoi est-ce qu'on a fait ces recommandations? Donc là, j'ai cité en haut, c'est le rapport qu'on vient de publier en avril dernier, donc c'est pas vieux, pour les recommandations aux décideurs. On avait 3 cibles de décideurs dans l'immédiat. Une première cible qui était la réunion de Cancun sur le changement d'Urban sur le changement climatique. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette enceinte-là sur nos sujets? Et on a fait une recommandation forte. Il y a eu une petite décision. Je vais vous décrire les phénomènes mondiaux sont des phénomènes lents. Donc, on a fait une recommandation forte d'inclure l'agriculture dans les règles du changement climatique. Pourquoi? L'agriculture en direct, c'est à peu près 13% d'émissions des gaz à effet de serre. Les activités agricoles, l'élevage, enfin tout ce qui va dans ce que j'appelle l'agriculture en gros. Mais vous avez les 18% de changement d'usage des sols. Et les 18% de changement d'usage des sols, c'est-à-dire la déforestation, les prairies qu'on retourne, des choses comme ça, c'est un effet très fort sur les gaz à effet de serre, puisque vous le savez, les sols sont des énormes réservoirs à carbone, des énormes zones de captation du carbone. La biomasse dans les sols, les racines, sont des énormes stocks de carbone. Les arbres sont évidemment des stocks de carbone vivants. Et donc, lorsque vous changez, quand vous retournez une prairie, quand vous déforestez une surface, de fait, vous dégagez des gaz à effet de serre. Donc 18% qui viennent de ces changements d'usage des sols. Donc, penser qu'on va réfléchir à la diminution des gaz à effet de serre sans inclure le secteur agricole, ça nous paraissait irréaliste. D'autant plus que la morale mondiale, c'est bien, mais je veux dire, certes, c'est utile de partager des valeurs et c'est utile d'avoir une déclaration des droits de l'homme universelle, mais si on ne donne pas les outils incitatifs aux personnes pour changer leurs pratiques, ça restera un peu incantatoire. Et donc le fait d'avoir potentiellement accès aux outils économiques qui encourageront les changements de pratiques, qui encourageront certaines zones du monde, l'Amazonie, à rester en forêt parce qu'ils auront des aides pour pouvoir faire autrement leur conquête de terre. Vous voyez, plutôt que de leur donner des leçons de morale, donner des outils collectifs, c'est quand même beaucoup plus réaliste. D'où notre recommandation d'inclure l'agriculture dans les négociations du changement climatique. Donc on a un certain nombre d'entre nous qui sommes allés faire des conférences là-bas pour essayer de passer la bonne parole. C'est notre arme à nous, c'est d'écrire et de parler. Nous n'avons pas d'autre type d'intervention. Et il y a eu beaucoup de gens qui ont discuté de tout ça. Et le résultat est assez amusant. Mais enfin, je pense que ça vous instruira sur les procédures internationales. C'est qu'il y a une décision extrêmement importante qui est de mettre en place un groupe de travail qui va envisager d'inclure l'agriculture dans les disciplines du changement climatique. Et ce n'est pas une blague, c'est vraiment ça. Bon, donc, mais c'est mieux que rien. C'est la première fois dans l'histoire que l'agriculture est citée, voilà, comme devant éventuellement faire l'objet d'une étude préalable. Bon. Deuxième cible qu'on avait, c'est toujours d'ailleurs le G20, c'est-à-dire le groupe des responsables d'un certain nombre de grands pays, et qui va se réunir au Mexique bientôt. Vous savez qu'il va y avoir un G8 aux États-Unis, puis un G20 qui va se réunir au Mexique. Et il nous paraît important que ces pays partagent leurs préoccupations, partagent leurs diagnostics et potentiellement suggèrent à des organisations internationales plus larges la mise en place d'un certain nombre de changements. Donc on a passé des messages au G20 et on avait un collègue mexicain dans le groupe et il est chargé de s'assurer que le message sera répété. Et puis, notre troisième cible, c'est Rio. Rio, puisqu'on va parler de développement durable, on va parler des aspects de l'environnement au sens global. Et de fait, nous pensons que les problèmes des sols
sont des problèmes essentiels qui, pour l'instant, sont très très peu traités au niveau mondial. Je crois que Ghislaine Marcilly vous en a parlé. On est convaincu que le problème de perte de sol, non seulement perte de surface, puisqu'on parle beaucoup des achats de terre en ce moment, hein, des land grabbing, de l'accaparement des terres, mais la qualité des sols, puisque aujourd'hui, pour vous donner quelques... Je ne vais pas vous assommer de chiffres quand même, mais on perd de 10 à 20 millions d'hectares, parce que c'est assez difficile à estimer, chaque année dans le monde, soit par des problèmes de salinité, parce qu'en pompant l'eau, enfin je ne refais pas, j'ai un spécialiste devant moi, donc je suppose qu'il vous a expliqué tout ça, enfin donc par surexploitation des nappes, on peut saliniser les sols et les rendre impropres à la production, ou par érosion, par phénomène d'érosion. Donc des sols pour des questions physico-chimiques qui deviennent impropres à la culture, et on perd à peu près le même ordre de grandeur de terre du fait de ce qu'on appelle l'imperméabilisation. Alors l'imperméabilisation, ça peut être une ville, ça peut être un parking, ça peut être une route, ça peut être, vous voyez, tout ce qui détourne la terre de sa fonction potentielle de production de biens alimentaires. Donc, quand vous regardez les surfaces cultivées, donc c'est quelques milliards, vous voyez, donc 10 millions chaque année, c'est pas rien, hein. Ça va vite, 10 plus 10, mettons 20 millions, et vous regardez, vous accumulez en 10 ans 100 millions. Quand vous comparez donc les 13 milliards d'hectares de terres émergées, mettons 5 milliards au total de terres, soit pour l'élevage, soit pour la culture, vous voyez qu'on est dans des ordres de grandeur qui sont quand même importants. C'est-à-dire que les dynamiques, ce n'est pas aujourd'hui que c'est un problème, mais les dynamiques sont importantes. Bon, donc d'où l'idée de parler aussi à Rio, et notamment du sujet du sol. Alors donc, le premier travail, dont je vais vous résumer les conclusions. Le deuxième travail, c'est un travail qu'on a conduit avec Gérard Matron, qui est le président du CIRAD, qui est un copain. Et pourquoi? Parce qu'on s'est dit qu'en tant qu'organisation de recherche, on pouvait essayer de donner une approche un tout petit peu plus renseignée que celle que chacun de l'endroit où il est pourrait donner sur les problèmes d'alimentation du monde d'ici 2050. On a essayé, et je vais vous dire c'est incomplet, d'aborder ça selon différents points de vue. D'abord, la première donnée, c'est que selon les régimes alimentaires, les besoins de production agricole vont être complètement différents. Et ça, on l'oublie quelquefois. Bon, aujourd'hui en France, je ne sais pas si vous avez ça en tête, on mange à peu près en moyenne, évidemment ce n'est pas pareil pour un nourrisson, une personne âgée, quelqu'un dans la force de l'âge, mais on mange en moyenne 2200 kilocalories par jour et par personne. Je vous rappelle qu'on a en théorie une disponibilité mondiale aujourd'hui de 3000 kilocalories par personne et par jour. Mais on a comme disponibilité alimentaire, c'est-à-dire qu'on achète ce qu'on a en possibilité de consommation, plus de 4000 et 4008 aux États-Unis. Donc, c'est vous dire qu'on fait appel à une disponibilité alimentaire bien plus forte que ce qu'on mange. Mais selon qu'on ait des hypothèses pour l'avenir, soit de régime alimentaire prolongeant les tendances actuelles, ce qui serait objectivement entre nous une catastrophe de santé publique, hein, parce qu'on a un vrai problème non plus de sécurité alimentaire par le déficit, mais de sécurité alimentaire par la surnutrition ou le déséquilibre nutritionnel. Mais je pense que ça, vous allez en parler demain matin, hein. Mais donc, selon qu'on mange, disons qu'on est en disponibilité, c'est 3000 kilocalories par personne et par jour, qui normalement suffisent pour manger les 2200, puisqu'il y a quand même des épluchures et des choses comme ça qu'on ne peut pas manger. Ou alors qu'on prolonge les tendances actuelles, on doit augmenter la production agricole mondiale de 30% ou de 90%. Donc quand la FAO vous dit qu'il faut augmenter la production agricole de 70%, c'est avec une hypothèse, enfin c'est toujours pareil, il faut lire les hypothèses avant de lire les conclusions, sinon on ne sait pas de quoi on parle. Selon les régimes alimentaires que la population mondiale aura, et je vous ai donné deux hypothèses assez contrastées, 3000 kilocalories de disponibilité alimentaire ou la prolongation des tendances actuelles, eh bien, des tendances actuelles, et notamment dans les pays de l'OCDE, de fait, les appels à la production agricole seront complètement différents. Donc, premier sujet important. Donc, dans notre bouquin, on parle des pratiques alimentaires, des régimes alimentaires et des moyens d'influencer l'évolution de ces régimes alimentaires, parce que c'est évidemment une somme de 7 milliards de décisions. Enfin, les bébés ne décident pas, mais un peu moins de 7 milliards de décisions. Mais disons qu'il y a beaucoup d'acteurs à convaincre si on veut pouvoir travailler sur les pratiques alimentaires.
On a parlé aussi de biocarburants. Personnellement, je suis convaincue qu'il y aura des biocarburants. Pourquoi ? Parce que, de fait, il y a des tensions sur les énergies fossiles, et puis les énergies fossiles, ça dégage du CO2. Donc, il va y avoir, pour des raisons économiques, vraisemblablement, ça va être le moteur, mais aussi pour des raisons de limitation de consommation, il va y avoir, de fait, besoin de faire appel à d'autres sources d'énergie que les énergies fossiles. Et actuellement, un modèle de mobilité égal, donc avant qu'on pense à d'autres modèles futuristes de mobilité, pour l'instant en carburant liquide, on ne sait faire que soit les biocarburants, soit les produits pétroliers. Donc, pour des raisons de... Non pas que je le souhaite, mais je crois qu'il y aura des appels à la production de biocarburants. Et donc, il faut se demander, et ça c'est un des travaux des instituts de recherche, il faut se demander comment produire des biocarburants, que ce soit des agrocarburants, que ce soit des algocarburants, que ce soit des sylvocarburants, comment produire ces carburants à base de biomasse de la manière la plus durable possible. Donc, deuxième aspect à regarder, c'était les questions d'énergie. Troisième aspect à regarder, c'est la question de système de production agricole. Comment imaginer des systèmes de production agricole productifs et écologiques. L'intensification écologique faisant partie de ces hypothèses d'amélioration de nos systèmes agricoles qu'on souhaite et productifs et écologiques. Le quatrième élément, c'est les terres. La surface des terres entre les villes, les campagnes, les différents usages, la dégradation des terres. Donc on a aussi regardé les questions des terres. Et puis après, on a essayé de regarder aussi un peu les systèmes de l'évolution du climat. Qu'est-ce qui se passe avec l'évolution du climat? C'est quand même un paramètre majeur. Et puis la gouvernance mondiale, c'est-à-dire comment on peut essayer collectivement de tâcher de gérer en bon père de famille cette planète qui nous est donnée en partage. Voilà, donc ça c'est le bouquin qu'on a écrit avec Gérard à partir de ce qui est produit par les différentes sources de production scientifique. Et puis vous parlez d'Agrimonde parce que pour nous, en tous les cas en France, CIRAD et INRA, ça a été notre manière de réfléchir à l'avenir. On a lancé ça devait être en 2006. On s'est dit, bon, avant d'imaginer nos questions de recherche, parce que dans un organisme de recherche, il faut réfléchir à ce sur quoi on va mettre les forces de recherche, où on recrute, où on investit. Ce serait quand même utile de se demander quelles sont les sources de tension maximum, les facteurs limitants qu'on pourrait identifier dans les années qui viennent. D'où le gros travail Agrimonde qu'on a conduit pendant 2 ans avec beaucoup d'experts de différentes origines, avec l'idée, justement, ce que je vous disais, les 2 scénarios. Donc, soit on prolonge les tendances actuelles, et on a utilisé le travail qui avait été fait, Millennium Ecosystem Assessment, donc un travail de la FAO, enfin des organisations onusiennes, on prolonge les tendances actuelles, soit on essaye de rêver un monde, ça s'appelle une démarche normative dans notre jargon, où on décrit le point d'arrivée et on regarde s'il y a des chemins pour y arriver. Donc on a imaginé qu'on était 9 milliards en 2050, parce que les démographes vous l'ont dit, les incertitudes sont quand même encore, les marges sont quand même fortes sur les incertitudes, mais on a imaginé qu'on est de 9 milliards en 2050 et on voudrait qu'il y ait une disponibilité alimentaire de 3000 kilocalories par personne et par jour, dont 500 kilocalories d'origine animale. Est-ce que c'est possible avec des systèmes durables de production? Voilà, et donc on a essayé avec ce scénario souhaitable, en tous les cas dont le groupe de pilotage pensait qu'il serait souhaitable, de voir si c'était possible. Et c'est là qu'arrivent un certain nombre de propositions et de conclusions. Et si je vous dis les priorités qui se dégagent, c'est ce que j'ai retenu de l'ensemble des 3 types de travaux qu'on a conduits. Donc le travail Agrimonde, le travail de synthèse avec Gérard Matron et le travail au niveau international. Première, alors c'est pas du tout dans l'ordre, je veux dire, il n'y a pas d'ordre d'importance, puisqu'en théorie, c'est plutôt la demande qui va guider le système. Donc logiquement, je devrais commencer par l'alimentation. Alors, une des conclusions, c'est produire plus. Oui, on aura besoin de produire plus, non seulement parce qu'il y a cette croissance démographique, mais pour moi, c'est pas tant ça qui est le facteur ébouriffant pour les années qui viennent, parce que, comme vous avez dû leur montrer, ça a commencé à ralentir. Donc, si on regarde les dynamiques, quand on regarde ce qui va se passer dans l'avenir, il faut regarder les chiffres, mais il faut surtout regarder les dynamiques. C'est-à-dire plutôt la vitesse que les chiffres donnés. Et de fait, ça a déjà ralenti, la démographie. Par contre, ce qui n'a pas du tout ralenti, et ça, je vais vous dire,
c'est ébouriffant au sens où ça va vraiment changer les choses. C'est que je crois que c'est dans les 30 ans qui viennent, on va avoir 2 milliards de plus de personnes dans les classes moyennes. Ça a l'air neutre, ce que je vous dis, mais ça veut dire 2 milliards de plus qui vont vouloir consommer comme des classes moyennes, qui vont vouloir avoir accès à la mobilité, à tout ce dont on dispose dans nos pays aujourd'hui. Donc un énorme appel à des produits de consommation en quantité croissante. Et ça, on n'imagine pas, ça c'est un vrai facteur de changement. On parle souvent des différentes zones du monde, mais a-t-on en tête que dans ces différentes zones du monde, souvent les gens sont en système économe, sont en système autonome et économe, hein, pour citer un de mes prédécesseurs. Ils sont en système où en fait ils font très peu appel à ces biens de consommation élaborés et demandant beaucoup de ressources. Donc, de fait, il va falloir produire plus, et notamment dans le domaine qui est le nôtre, produire plus de biens agricoles, de biomasse, que ce soit de la biomasse aquacole, de la biomasse forestière ou de la biomasse agricole, parce que les gens auront besoin de manger, mais auront aussi besoin d'utiliser la biomasse renouvelable, le carbone. L'avantage du carbone produit par l'agriculture ou la forêt, c'est que c'est un carbone renouvelable, hein, puisqu'il prend le CO2 de l'atmosphère, il prend du soleil, donc tant qu'il y a du soleil, et puis il fait de la photosynthèse et il produit du carbone. Donc c'est vrai que l'avantage de ces sources de biomasse, c'est que c'est renouvelable. Donc on aura besoin de produire plus, et pour l'alimentation, et ça bien sûr en priorité, mais aussi parce que la chimie, les matériaux, l'énergie demanderont des sources de carbone renouvelables. On aura besoin de produire mieux, et ça, il n'y a pas de... C'est certain. Je veux dire, on a donc, entre 1960 et 2000, je vous le disais rapidement tout à l'heure, nourri 2 fois plus de personnes à la surface du globe. On est passé de 3 à 6 milliards et on les a nourris mieux, puisqu'en moyenne, on est passé d'une disponibilité de 2500 à une disponibilité de 3000 kilocalories par personne et par jour. Donc, il y a eu une énorme, c'est ce qu'on a appelé la révolution verte, une énorme révolution agricole, globalement. Hein, encore une fois, il faudrait arriver à détailler continent par continent, pays par pays et zone par zone. Hein. Et une des raisons de cette révolution, ça a été l'introduction de facteurs de production, les engrais, les semences, les produits phytosanitaires, la lutte contre les parasites qui détruisent beaucoup de denrées, et d'où l'idée de produire, mais avec les facteurs limitants sur l'environnement que maintenant on commence à mesurer de mieux en mieux. Donc ce n'est pas possible, là aussi, de prolonger les tendances actuelles. Il faut rechercher des sources de production beaucoup plus qualitatives et respectant l'environnement et les ressources naturelles. Troisième élément, c'est le changement climatique. J'aurai sans doute pas le temps d'y revenir, je ne sais pas si vous en traiterez pendant ces 2 jours, mais ayez conscience du fait que c'est un changement majeur. D'ores et déjà en France, et c'est vrai dans tout le monde entier, sauf dans les Amériques, je crois que c'est qu'en Amérique du Nord, États-Unis et Canada, dans toutes les zones du monde, les rendements en blé et en céréales plafonnent. C'était comme ça, c'est en train de plafonner. Il y a un article de Science l'année dernière qui a fait le bilan de toutes les zones du monde. Nous, on l'avait fait pour la France. Les rendements plafonnent. Or, toutes ces dernières années, on a produit plus parce que les rendements n'ont pas arrêté d'augmenter. Et là, si les rendements plafonnent, ce n'est pas parce qu'il y a moins de progrès génétique, parce qu'il y en a, mais c'est parce que la génétique n'est plus adaptée aux conditions climatiques d'aujourd'hui. Donc, un vrai problème d'adaptation des modèles, de tous les modèles de production au changement climatique. Nos disponibilités actuelles ne sont pas adaptées aux variabilités climatiques qu'on connaît désormais. Et bien sûr, limiter le changement climatique autant qu'on le peut, c'est-à-dire pour ces 13 plus 18%, agir pour limiter l'émission de gaz à effet de serre. Réduire les pertes et gaspillages, je crois que vous en avez déjà parlé un petit peu. Donc dans Agrimonde, je crois que c'était la première publication de cette envergure qui mettait ça en avant, l'importance de ces pertes et gaspillages entre 30 et 50% à l'amont, jusque chez le consommateur. Et puis, bien sûr, l'alimentation saine et équilibrée. Là, vous en parlerez demain, mais je voulais quand même vous le rappeler. Aujourd'hui, il y a plus de morbidité et de mortalité dans le monde par des maladies métaboliques que par des maladies infectieuses. C'est dire qu'on a changé de modèle de santé. On a vraiment changé de modèle de santé. Et l'obésité notamment, mais ça c'est la forme extrême,
est un vrai problème et de santé et un problème de société. Je veux dire, quand après il y a des problèmes de mobilité, des problèmes de qualité de vie, des problèmes de travail, enfin d'où la double importance, si j'ose dire, d'encourager une alimentation saine et équilibrée. Importance vis-à-vis des ressources, d'une alimentation raisonnable, et importance vis-à-vis de la santé des individus et donc de la santé des populations. Et puis le dernier facteur, et notre économiste tout à l'heure parlait effectivement de prix, c'est la régulation de la volatilité des prix. Pourquoi ? Parce que, comme le disait Amartya Sen, lorsqu'il y a des gens qui ont faim, c'est pas parce qu'il n'y a pas assez à manger, c'est parce qu'ils n'ont pas assez à manger. C'est le problème de l'accès, c'est le problème jusqu'aux démocraties, jusqu'au système démocratique pour lutter contre les crises dont je parlais tout à l'heure, mais de l'accès économique avant tout. Quand il y a eu les émeutes de la faim en 2008, c'était des urbains que vous avez entendus au micro. Il y a toujours eu des gens qui ont faim, mais c'était en campagne. Et il n'y a pas beaucoup de journalistes en campagne. Donc quand les gens ont faim en campagne, il y a la FAO, vous publiez une fois par an les 800 millions, les 900 millions. Bon, ça ne faisait pas beaucoup de bruit. Mais quand c'est les gens des villes qui se mettent à avoir faim, parce que les prix augmentent et que les produits deviennent inaccessibles, à ce moment-là, ça fait du bruit, ça fait les émeutes de la faim. Et pourquoi ? Parce que, notamment, pour des raisons, je ne sais pas si vous avez tout à l'heure eu le temps d'en parler, il y a des facteurs nouveaux dans les marchés des produits agricoles et alimentaires qui font que, au-delà d'une volatilité normale, parce que, les ajustements de prix, c'est presque des signaux sains, pour dire qu'il faut produire plus ou qu'il faut produire moins selon la demande du marché. Donc le fait que les marchés fluctuent, c'est quelque chose de normal et même qui aide à la réalisation des systèmes. Par contre, il se passe maintenant des phénomènes d'une nature complètement différente et qui sont des pics, c'est-à-dire des choses qui deviennent un peu insupportables, d'abord parce que les gens peuvent plus payer les choses quand c'est trop cher, ou quand ça vaut vraiment plus rien, parce que les agriculteurs pauvres n'arrivent plus à vendre leurs produits. Donc, à l'excès, à la hausse ou à la baisse, de toute façon, c'est un vrai problème. Et c'est un problème qui a été reconnu au niveau mondial seulement l'année dernière. Parce que la volatilité, pour les économistes classiques, et là, je ne m'aventurerai pas devant des collègues plus compétents que moi, c'est plutôt quelque chose de bien. Parce que ça permet les ajustements de marché. Les marchés à terme, c'est plutôt quelque chose de bien, ça permet de faire rencontrer une offre et une demande. Mais ce qui se passe en ce moment sont des phénomènes totalement anormaux de volatilité des prix et d'où des vrais problèmes que ça pose à la fin dans le monde. Voilà, je ne sais pas combien de temps il me reste. C'est terminé. C'est terminé ? Bon. Alors, je vous laisserai ça, c'est-à-dire, au-delà donc du diagnostic que je viens d'essayer de partager avec vous, on essaye après de voir facteur par facteur, pour un organisme de recherche comme le nôtre, eh bien, en quoi ça nous fait démarrer de nouveaux programmes de recherche pour préparer, pour éclairer les questions, pour mieux comprendre ou pour préparer des innovations qui permettront de répondre aux problèmes de demain. Donc effectivement, nos orientations de recherche sont totalement empreintes, c'est les orientations 2010-2020, totalement empreintes de cette analyse sur la situation mondiale et des enseignements qu'Agrimonde nous a donnés. Mais au-delà donc du rôle de la science, je voudrais, comme tout à l'heure certains d'entre vous, revenir sur le fait que la mobilisation scientifique, elle est indispensable à sa place dans son créneau, c'est-à-dire l'éclairage, l'anticipation et la production de découvertes et d'innovations. Mais on voit bien que ce sont des sujets qui ne se résoudront pas si, et localement et globalement, beaucoup d'acteurs ne s'en emparent pas. Et quand je dis beaucoup d'acteurs, et c'était un peu l'objectif de ce dernier Transparence, c'est certes les décideurs mondiaux, mais là vous pourriez vous dire dormons tranquilles, c'est une honte qu'ils n'aient pas décidé ça ou ça, mais c'est aussi chacun d'entre nous. Quand on voit les gaspillages, l'analyse des poubelles faite par l'ADEME, les 7 kilos de denrées non déballées dans les poubelles en moyenne de chaque Français, quand on voit en gros 30% de gaspillage dans les foyers chez nous, on se dit qu'il y a des décisions qui sont à l'échelle mondiale, et ça, disons que ça se fait à une autre échelle que la nôtre, mais il y a aussi des décisions à l'échelle personnelle, et peut-être que ce sera mon dernier mot. Nous sommes tous concernés. Merci de votre attention.